Bonjour à tous et bienvenue. Merci de participer à ce webinaire aujourd'hui concernant les soins à faible variabilité. Si on organise ce webinaire, c'est parce qu'on a développé un outil de simulation dans le cadre de la mise en place des forfaits pour les soins à faible variabilité. On a fait ça pour un hôpital AZ Damiens à Ostende et donc on voudrait vous présenter les différentes fonctionnalités de cet outil. Tout d'abord, pour nous présenter brièvement, donc vous voyez, on est ici présents tous les deux, moi, Nicolas et Olivier. Nous ne sommes pas médecins, mais nous accompagnons différents projets dans le cadre des soins, des différents projets d'amélioration stratégique au sein d'institutions hospitalières ou avec des associations de médecins. Et donc c'est dans ce cadre qu'on voudrait parcourir avec vous différentes choses. L'idée, c'est de parcourir d'une part quelques, je dirais, explications assez générales par rapport au forfait sur les soins à basse variabilité. Ensuite, Olivier parcourra avec vous les différentes fonctionnalités de l'outil et on vous expliquera les différentes dimensions et les différents écrans à ce sujet. Alors, d'abord quelques aspects un peu pratiques. Il est possible de poser des questions. On va recevoir vos questions. Vous avez normalement un box pour pouvoir poser des questions pendant le webinaire. On vous encourage vraiment à le faire. C'est vrai qu'ici, c'est un peu un modèle un peu particulier de présentation. Donc, on ne vous voit pas. On fait ça à distance. Mais donc, n'hésitez pas à poser des questions. On y répondra en fin de présentation. D'autre part, on va parcourir ici une présentation. On vous enverra après le webinaire, la présentation, les différents slides vous seront envoyés par mail. Encore un troisième élément, c'est que aussi pour la raison pour laquelle on vous présente quelque chose, mais on ne vous voit pas, et donc c'est très important d'avoir votre évaluation et votre satisfaction par rapport à ce webinaire. Vous allez recevoir un formulaire d'évaluation. N'hésitez pas à nous l'envoyer au plus vite pour qu'on puisse adapter cette présentation et faire mieux dans le futur. Vous avez aussi nos coordonnées, à tous les deux, numéro de téléphone et email qui apparaissent sur l'écran, qui seront aussi envoyés par après. N'hésitez pas, évidemment, s'il y a des questions qui viennent par après, à poser ces questions. On y répondra au plus vite et de la meilleure manière. Alors, un petit mot par rapport aux soins à basse variabilité. Les principes généraux, dont vous avez déjà tous entendu parler de la mise en œuvre de forfaits, en fait, un financement par forfait pour les soins à basse variabilité. Donc, ce sera obligatoire à partir du 1er janvier 2019. On parle ici de soins à basse variabilité et donc pour lesquels on pourrait, un trajet de soins est identique et peut être davantage standardisé. Et donc, l'idée, c'est de mettre en œuvre une facturation identique pour un processus standard de soins. Les forfaits sont maintenant connus, donc en fait il s'agit d'une loi qui a été éditée en juillet, mais maintenant depuis quelques jours, les forfaits sont connus et donc il est important en tant qu'hôpital ou association hospitalière ou aussi association de médecins de pouvoir estimer l'impact de la mise en œuvre de ces forfaits au sein de vos institutions. Pourquoi les autorités ont-elles voulu évoluer vers un montant global prospectif? Tout d'abord, c'est pour supprimer ou limiter les différences injustifiées, je dirais, de traitement, ou en tout cas certainement financiers entre les différents hôpitaux. Il faut savoir qu'au niveau de la méthode de calcul, la base de calcul a été l'utilisation des soins à l'échelle nationale par le passé. Donc, il s'agit plutôt, je dirais, de l'activité historique qui a servi pour calculer ces différents forfaits et non pas ce qui pourrait être une bonne pratique courante. Donc, on ne s'est pas basé dans le calcul pour ces forfaits sur, je dirais, les bonnes pratiques et le processus standard ou le trajet de soins standard, bonne pratique, mais plutôt par rapport au passé et aux différentes activités historiques. Un deuxième élément, c'est aussi de vouloir définir des dépenses qui sont prévisibles et donc de pouvoir avoir un budget prospectif le plus exact possible pour les autorités. Alors, un troisième élément, c'est d'avoir plus de transparence et de sécurité tarifaire. Donc, par exemple, un patient qui se ferait traiter, qui aurait telle ou telle intervention dans l'un ou l'autre hôpital, je dirais, aurait donc un coût identique. Et donc, ça va aussi dans ce sens-là
C'est aussi une des raisons pour lesquelles les autorités proposent de fonctionner par forfait maintenant. Donc, en plus de tout ceci, on pourrait aussi évoquer des éléments supplémentaires ou avoir des discussions sur, je dirais, les éléments de qualité et l'impact de passer d'une forfaitarisation et l'impact que ça peut avoir dans la qualité des soins qui sont donnés, mais ce n'est pas l'objectif aujourd'hui de notre webinaire. Ici, c'est plutôt de vous parler par rapport à cette loi qui a été mise en œuvre, de vous expliquer et de pouvoir essayer de simuler quels seront les impacts dans les hôpitaux en termes de financement. Alors, il faut savoir que les soins à faible variabilité représentent à peu près 10% de tous les honoraires. Donc, ça représente à peu près 336 millions en termes de coûts, et ça représente 8,4% de toutes les admissions, qu'elles soient hospitalisation ou hôpital de jour. Et donc, comme je l'ai dit, 10% du total des honoraires, ce qui est une partie non négligeable. Alors, les critères d'inclusion et d'exclusion. Donc, effectivement, c'est une loi, comme je l'ai dit, qui a été publiée le 19 juillet 2018. Les montants, je dirais, sont maintenant disponibles, les montants des forfaits, et ça concerne 34 APR DRG et 57 groupes de patients. Il faut savoir que nous-mêmes, dans la construction du modèle, la définition des groupes de patients n'a pas été une chose simple. Effectivement, l'idée, c'est comment attribuer les patients au groupe de base, sur base du texte de loi et en tenant compte de la présence ou l'absence de certains codes de nomenclature ou de codes ICD-10. Et dans ce cadre, l'âge et la durée de l'hospitalisation a aussi été pris en compte. Donc, des exemples, je dirais, de soins à faible variabilité qui sont visés ici sont par exemple des accouchements, des césariennes ou des prothèses de hanche ou des prothèses de genoux. Alors, le tableau de bord qu'on a développé vise plusieurs objectifs. Donc, en tant qu'hôpital ou association de médecins, vous vous posez aujourd'hui différentes questions et l'outil va vous permettre d'y répondre. Donc, 4 questions principales et donc 4 dimensions importantes dans l'outil qui vous sera présenté. Tout d'abord, quel sera l'impact de la mise en place de ces forfaits sur les honoraires et sur les suppléments. Donc, ça, c'est une première question très importante. Qui sera posée. Et d'autre part, je pense aussi, à partir du moment où ce calcul, où cet impact a été calculé, c'est de pouvoir identifier l'origine des différences qui sont évoquées. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un gain ou une perte par rapport au financement actuel et dans quel cas, quels sont les numéros de nomenclature, quelles sont les prestations qui sont livrées et qu'on ne retrouve pas au niveau national. Ou bien, à l'inverse, qu'est-ce qu'on ne fait pas par rapport à la moyenne nationale. Donc ça, c'est un deuxième élément important. Un troisième élément important, c'est que il y a différentes manières de répartir les honoraires en fonction du montant qui va être reçu, du montant forfaitarisé, et on va vous proposer dans l'outil différentes simulations de répartition des honoraires. On parcourra donc ces simulations et de quelle manière pouvoir les réaliser au moyen de l'outil. Et un troisième élément qui est plus général mais aussi très important, c'est de développer un tableau de bord tel que celui-là pour pouvoir agir et réagir par rapport à votre fonctionnement et pouvoir mettre en place éventuellement des points d'amélioration par rapport à votre fonctionnement et par rapport aux trajets de soins qui sont mis en œuvre actuellement au sein de vos institutions. Donc voilà, j'ai donné ici quelques explications assez générales sur les soins à base de variabilité. Maintenant, je propose de passer la parole à mon collègue Olivier qui va parcourir avec vous les différentes fonctionnalités de l'outil. Bonjour à tous. Je vais vous présenter en fait le tableau de bord qui a été développé pour AZ d'Amiens qui se trouve à Ostende. Donc vous voyez au départ dans ce premier tableau le nombre de séjours qui a été repris dans les soins à faible variabilité. Vous avez 3527 séjours. Avant d'aller plus loin dans la définition de ce tableau de bord, ce qui est important, c'est de dire que tous les montants financiers sont fictifs, pour une raison évidente de confidentialité. Donc si le nombre de séjours ici est bien correct, par contre, l'ensemble des montants financiers qu'on va présenter dans les prochains tableaux seront bien sûr simplement des exemples qu'on a repris et modifiés pour préserver cette confidentialité. Là, vous avez ici le montant total qui a été facturé en 2017, donc 3,06 millions € pour l'ensemble, je dirais, des groupes de patients repris dans les soins à faible variabilité.
et le montant prospectif qu'on va recevoir donc l'année prochaine à partir, je dirais, des nouvelles règles serait de 3 100 000 euros par rapport à ça. Donc vous avez une différence de 48 000 euros positifs. Ça veut dire que pour l'hôpital de Damian, il y aura donc un gain de 48 000 euros qu'on peut aussi traduire dans la différence. Vous avez donc 1,6% de gain qui sera repris sur l'ensemble des honoraires qui ont été facturés par rapport à 2017. Dans la partie basse du tableau, vous avez l'ensemble des APR-DRG qui sont repris dans les soins à faible variabilité. Donc l'ensemble des boules qu'on voit ici, par exemple, correspond à chaque fois à un APR-DRG. Donc vous avez sur l'axe vertical l'ensemble des séjours, entre 0 par exemple et 400 séjours par an. Et sur l'axe horizontal, vous avez le montant prospectif, donc le forfait qui sera repris ici. Alors ce qui est intéressant, bien sûr, c'est de voir toutes les boules qui sont plutôt dans la zone droite et en haut, ça veut dire pour lequel l'impact financier sera le plus important. Donc on peut très bien sélectionner par exemple les boules qui correspondent au montant financier le plus important ici. Par exemple, je vais les sélectionner ici, voilà, je vais les reprendre. Et là, vous avez uniquement en fait les APR-DRG qui ont l'impact financier le plus important. Et vous verrez aussi que la grosseur des boules correspond aussi à je dirais, au fait que c'est rentable ou pas rentable. Par exemple, cette boule-ci correspond donc à la partie cathétérisme cardiaque. Vous voyez que la boule est petite. Pourquoi? Parce que le montant financier est déficitaire. Ça veut dire que par rapport aux 241 000 euros qu'on va recevoir, je dirais qu'on devrait recevoir l'année prochaine, vous allez avoir une perte au niveau des patients d'environ, je dirais, 20 000 euros, si je me souviens bien, dans le tableau précédent ici. Là, vous avez par contre à l'inverse une boule plus importante. Ça veut dire effectivement que cet APR-DRG sera bénéficiaire. Vous avez donc un gain par patient ici, post-APR-DRG, d'environ 174 euros positifs. Donc ça veut dire qu'on va donc toucher normalement dans l'avenir, je dirais, un montant supérieur à ce qui a été facturé en 2017. Vous avez par exemple ici aussi un autre cas, par exemple, pour la partie des accouchements par voie vaginale, vous aurez environ 157 euros par patient, je dirais, que l'on va donc gagner en plus par rapport à ce qui a été facturé en 2017. Donc on peut aussi, je vais donc supprimer la sélection, et le faire par exemple pour la cardiologie. Donc si on sélectionne par exemple la cardiologie ici, vous allez avoir par exemple 821 séjours correspondant à la cardiologie pour un montant, je dirais, forfaitaire, ou un montant, je dirais, total facturé en 2017 de 785 000 euros, et un montant forfaitaire qu'on va recevoir l'année prochaine de 824 000 euros pour cette partie de la cardiologie ici. Ce qui veut dire une différence de 5% en positif, ça veut dire 40 000 euros en plus que l'on va toucher au niveau de la cardiologie. Et vous pouvez aussi, bien sûr, sélectionner l'ensemble des APR-DRG correspondant à la cardiologie. Par exemple, ici, vous retrouvez ici notamment le cathétérisme cardiaque avec la perte financière qu'on avait revue tout à l'heure de environ 20 euros par patient ici à ce niveau-là. Maintenant, je vais commencer à parcourir le prochain APR-DRG ici. Dans ce prochain, je dirais, tableau, je vais aussi désélectionner la sélection de l'APR-DRG. Vous retrouvez pour la cardiologie l'ensemble des APR-DRG qui sont cette fois-ci classés par rentabilité. Donc tout ce qui est en vert aussi, vous avez la liste des APR-DRG qui sont présentés ici. Vous voyez qu'il y a une quantité importante d'APR-DRG correspondant à la cardiologie. Tous les premiers APR-DRG sont, je dirais, bénéficiaires. Donc ça veut dire que le montant forfaitaire qu'on devrait recevoir l'année prochaine sera supérieur par rapport à ce qui était facturé en 2017. Par contre, les APR-DRG qui se trouvent en queue de liste, en rouge par exemple ici, c'est l'inverse. Donc ça veut dire effectivement que le montant forfaitaire sera inférieur à ce qui a été facturé en 2017. Donc ce qui est intéressant bien sûr, c'est de voir surtout les APR-DRG qui seront déficitaires. Par exemple, je vais sélectionner le dernier de la liste ici. Donc vous avez le cathétérisme cardiaque. Vous avez ici donc le montant facturé en 2017 qui s'élève à 219 000 euros ici, et le montant forfaitaire qu'on devrait toucher à partir donc, de janvier 2019 et qui s'élève aujourd'hui à 212 000 euros. Donc ça veut dire qu'il y aura une perte financière pour cet APR-DRG d'environ, je dirais, 7 500 euros pour cet APR-DRG ici. Alors ce qui est important maintenant de voir, c'est pourquoi, quelles sont les raisons pour lesquelles on a une perte financière par rapport à cet APR-DRG. Et donc nous avons repris l'ensemble des prestations, je dirais, l'ensemble des honoraires qui ont été facturés et qui permet de comprendre comment arrive-t-on par exemple aujourd'hui à 219 000 euros, mais aussi pourquoi effectivement dans l'avenir on ne touchera que 211 000 euros pour cet APR-DRG. Et donc dans le tableau précédent, vous avez l'ensemble des actes correspondant à chaque fois à un code de nomenclature qui ont été d'une part facturés en 2017 et d'autre part, je dirais, vous avez ici le montant
qu'on devrait recevoir l'année prochaine en fonction, bien sûr, je dirais, de la nouvelle règle représentée par les soins à faible réalité. Et donc, je prends par exemple le premier cas ici, hein, donc la radiographie de l'aorte abdominale ici. Aujourd'hui, donc en 2017, on a facturé pour cet acte environ 139 000 euros. Par contre, demain, avec le montant forfaitaire, vous ne recevrez pour cet même acte que 29 000 euros, je dirais, pour l'ensemble des séjours qu'on a repris dans le modèle ici. Donc, ce qui veut dire une perte financière pour, je dirais, ce code de nomenclature qui s'élève environ à 109 000 euros ici. Et vous avez ici à droite également le montant facturé en moyenne par patient, aujourd'hui en 2017. Et bien sûr, vous pourrez comparer, je dirais, à la moyenne par patient que vous recevrez avec bien sûr le montant forfaitaire que vous recevrez à partir de 2019 ici. Alors, ce qui est important de comprendre, effectivement, c'est quels sont les différents actes qui ont été posés pour, je dirais, cet APR-DRG et quelles pourraient être les modifications qu'on pourrait apporter, par exemple, l'année prochaine. Par exemple, s'agit-il notamment de revoir les trajets de soins, de voir les différences qu'il y a entre ce qu'on pose aujourd'hui du côté d'Amiens et par rapport à la moyenne nationale, bien sûr, qu'on retrouve ici au centre. Et donc, de voir de quelle manière on pourrait, par exemple, mieux faire converger certains trajets de soins pour se conformer, par exemple, à la moyenne nationale ici, qu'on retrouve à la colonne de centre ici. Alors maintenant, on va commencer à zoomer sur les différences, les suppléments d'honoraires. Donc, je reprends effectivement la cardiologie ici. Donc, dans la cardiologie, vous voyez un supplément d'honoraires au total de 65 000 euros donc, ont été facturés en 2017. Les suppléments d'honoraires qu'on va donc recevoir à partir du forfait, à partir de janvier 2019, s'élèvent à 63 000 euros. Donc, vous voyez en fait une perte environ de 3% qui sera reprise ici. Alors, quelle est la règle pour calculer les suppléments d'honoraires dans le nouveau système? La règle générale, c'est 100%. Ça veut dire que les suppléments d'honoraires ne peuvent pas excéder 100%, je dirais, du montant global forfaitaire. Par contre, pour l'année 1, effectivement, il y a une concession qui a été accordée récemment. Donc, ce qui veut dire effectivement que l'année 1, je dirais en guise d'année transitoire, on pourra leur facturer 115% au niveau des suppléments d'honoraires par rapport, je dirais, au montant forfaitaire qui sera alloué. Donc, ça veut dire effectivement que l'année 1, on pourra alors, je dirais, facturer 63 000 euros au niveau des suppléments d'honoraires encore pour la cardiologie ici. Par contre, au niveau de l'année 2 et à partir de l'année suivante, on ne pourra facturer seulement à hauteur de 100% du montant forfaitaire. Donc, ce qui veut dire effectivement qu'en reprenant les mêmes séjours qu'en 2017, le supplément d'honoraires sera limité alors pour l'année 2 à 62 000 euros, ce qui correspond aujourd'hui à une perte d'environ 4% par rapport à ce qui a été facturé en 2017. Vous retrouvez ici l'ensemble des APR-DRG et les suppléments d'honoraires qui ont été facturés en fait en 2017 ici. Et vous pouvez pour chaque APR-DRG voir la différence par rapport à ce qui pourrait être facturé l'année 1 avec la règle des 115% pour la cardiologie ici, et ce qui pourrait être facturé après l'année 1, donc quand on revient aux 100%, je dirais, du montant forfaitaire, vous verrez ici la différence qu'il y a avec, je dirais, par rapport aujourd'hui, avec les montants qui ont été facturés ici. Maintenant, nous allons nous intéresser à un tableau de bord très important aussi, c'est de voir la manière dont on va pouvoir répartir aujourd'hui les différents montants forfaitaires. Donc, je vais sélectionner un APR-DRG, par exemple, le premier de la liste, qui est la libération du canal carpien ici. Dans cet APR-DRG, vous avez donc le montant facturé en 2017 qui s'élève à 40 000 euros ici. Dans le montant forfaitaire qu'on recevra à partir de janvier 2019, pour les mêmes nombres de séjours pour Damian, on devrait recevoir normalement 36 000 euros. Ça veut dire qu'il y a une perte effectivement financière de 4 000 euros ici. Maintenant, ce qui est important, c'est de voir de quelle manière on va pouvoir répartir cet honoraire en fonction des différentes spécialités qui sont représentées. Vous avez ici les différentes spécialités aujourd'hui qui sont présentes à Damian pour, je dirais, la facturation de cet APR-DRG. Par exemple, l'orthopédie correspond environ à 30 000 euros sur les 40 000 euros qui ont été facturés en 2017. Vous avez la neurochirurgie qui correspond, lui, à 4 000 euros et la biologie clinique à 5 000 euros. Et vous avez encore l'anatomopathologie à 128 euros ici. Alors, le premier scénario qu'on pourrait envisager, c'est de dire, tiens, effectivement, si l'année prochaine, on touchera que 36 000 euros au lieu des 40 000 euros facturés en 2017, on pourrait simplement reprendre la même clé de répartition qu'on avait en 2017, mais qui s'appliquera alors, je dirais, sur le forfait, je dirais, qu'on va toucher en 2019. Donc, ça veut dire qu'on ne change rien du tout
sur la manière de travailler. On va uniquement reprendre les mêmes clés de répartition qu'on avait en 2017 et on va les appliquer, entre guillemets, presque bêtement, je dirais, sur le montant forfaitaire qu'on va recevoir. Donc ça veut dire que ces différentes répartitions est la même entre 2017 et puis 2019. Il y a simplement, je dirais, une diminution du montant à cause du fait que le montant total, bien sûr, va passer de 40 000 euros vers 36 000 euros ici. Il y a une autre possibilité aussi, par exemple, si l'hôpital aimerait bien plutôt se conformer par rapport aux moyennes nationales et converger, je dirais, pour éviter les grosses différences qu'il y a par rapport aux moyennes nationales, on pourrait imaginer prendre la clé de répartition proposée par l'INAMI. Donc l'INAMI, en fait, a recalculé des clés de répartition pour l'ensemble des spécialités. Comment a-t-elle procédé? Elle a repris l'ensemble des honoraires, par exemple, pour l'ensemble des APR-DRG pour les différents hôpitaux du pays, a regardé les différentes spécialités qui sont impliqués dans cet honoraire-là, et a donc à calculer les clés de répartition par spécialité, que vous retrouvez ici. Et donc, selon la clé de répartition proposée par l'INAMI, vous aurez alors, par exemple, pour l'orthopédie, 18 000 euros pour cet APR-DRG, vous aurez pour la neurochirurgie, par exemple, 828 euros, et vous allez recevoir, par exemple, seulement 6 euros pour la biologie clinique. Ce qui se passe, c'est que le montant total proposé dans cette clé de répartition, ici, n'est pas bien sûr le montant total que vous recevrez. Cette première clé de répartition s'élève au total à 19 000 euros, alors que le montant total qu'on va recevoir est de 36 000 euros. Pourquoi il y a une telle différence ici? C'est effectivement, l'INAMI a repris l'ensemble des spécialités qui apparaissent dans les différents hôpitaux. Ici, à Damiens, vous n'avez que 4 spécialités qui sont concernées pour cet APR-DRG. Par contre, il est possible qu'au niveau national, par exemple, on ait plus que 10 spécialités différentes qui sont concernées ici. Et donc, cette répartition des honoraires ne concerne ici que les 4 spécialités qui apparaissent du côté de Damiens. Et donc, forcément, il y a une valeur restante que vous voyez ici à l'écran, qui est de 16 787 euros, qui sont en fait les autres spécialités qui apparaissent au niveau national, mais qui n'apparaissent pas du côté de Damiens à Ostende ici. Donc, ça veut dire que si on applique la clé de répartition proposée par l'INAMI, bien sûr, on devra aussi répartir ce qu'on appelle la valeur résiduelle, donc ce qui reste, ce qui n'a pas pu être réparti à partir, je dirais, des spécialités d'Amiens et qui devront être réparties différemment selon différents scénarios. Ce qui est aussi à noter, effectivement, qu'en prenant la clé de répartition, par exemple, au niveau de l'INAMI, on voit que les différences sont parfois très importantes si on prend, par exemple, uniquement la clé de répartition basée sur la facturation réalisée en 2017. Par exemple, au niveau de la biologie clinique, dans cet exemple-ci, on ne touchera à partir de 2019, en prenant cette clé de répartition de l'INAMI, que seulement 7 euros, alors qu'on avait par exemple 4 700 euros dans le cas, par exemple, si on prenait la clé de répartition basée sur les facturations 2017. Et donc, il y a une différence parfois très très importante entre la moyenne nationale, donc ça veut dire la manière dont ces disciplines apparaissent au niveau national, et puis effectivement la situation spécifique à Damiens avec les spécialités qui interviennent dans cet APR-DRG. Alors, le dernier tableau de bord correspond effectivement ici à l'ensemble des APR-DRG. Donc, c'est un tableau récapitulatif qui reprend l'ensemble des APR-DRG ici, que vous voyez naturellement. Et on peut bien sûr encore, par exemple, cliquer sur la cardiologie pour voir exactement, effectivement, uniquement les APR-DRG ou les groupes de patients qui correspondent, je dirais, à la cardiologie. Voilà, j'ai fait un petit tour, je dirais, des différentes fonctionnalités qu'on a retrouvées au niveau du tableau de bord, aussi bien la vision générale des différents APR-DRG, également au niveau des suppléments d'honoraires, mais aussi la manière dont on pourrait répartir aujourd'hui, je dirais, les différents honoraires ou le montant global qu'on va recevoir en 2019 à partir des différentes spécialités qui interviennent dans notre, je dirais, dans les soins à faible valabilité ici. On a reçu quelques questions ici pendant la présentation. Je vais commencer par la première qui touche un petit peu peut-être la possibilité de reproduire ce type d'outil dans d'autres hôpitaux. Que faut-il comme données pour réaliser un tel tableau de bord? Est-ce compliqué d'en développer un pour notre hôpital? Alors, on a 3 familles de données importantes qu'on doit bien sûr recevoir. D'abord, les données de facturation, ça me paraît tout à fait évident pour savoir exactement les honoraires qui ont été facturés naturellement, comparés par exemple entre 2017 et puis ce qu'on va donc recevoir en 2019. Ça, c'est un premier point très très important bien sûr. Et l'autre point aussi très important, c'est toute la partie RHL, donc la partie codification ICD-10, pour pouvoir obtenir par exemple l'ensemble des APR-DRG. Et puis, sur base de ça, donc, on devra établir des interfaces entre les systèmes RHM
et puis le tableau de bord, mais aussi en fonction des données de facturation. Et la troisième source de données, bien sûr, ce sont les codifications qui sont proposées, je dirais, par l'État. Ça veut dire par rapport à la réglementation. Donc ça veut dire toutes les règles qui permettront, je dirais, à partir des APR-DRG et des admissions qu'on a repris, transformer en fait ces admissions dans les fameux 57 groupes de patients. Et donc vous avez, donc Nicolas vous a expliqué effectivement qu'on a des règles d'inclusion et d'exclusion, je dirais, pour pouvoir former ces 57 groupes de patients. Il était passé, donc nous avons effectivement, dans le cadre de ce tableau de bord, développé, donc nous avons codifié toutes ces règles proposées par cette nouvelle réglementation pour pouvoir, à partir des données de facturation, à partir des APR-DRG, pouvoir transformer en fait par rapport à ces 57 groupes de patients. Donc au niveau de l'hôpital, effectivement, cette codification a été réalisée. Par contre, bien sûr, ce qui va manquer au niveau d'un hôpital particulier, c'est de pouvoir s'interfacer par rapport à la facturation et par rapport, je dirais, aux données RHM afin d'obtenir l'ensemble des données au niveau APR-DRG. Ok. Une deuxième question touche un petit peu ici plutôt l'outil. Dans les exemples que tu as pris ici, Olivier, tu prenais certains exemples, mais l'imagerie médicale et la radiologie étaient peu évoquées. Donc la question ici, c'est comment ces disciplines seront-elles impactées par le projet de soins à faible variabilité? Ouais. Peut-être un point quand même important à avoir en tête, effectivement, que toute la partie forfaitaire à la fois de la radiologie et de l'imagerie médicale n'est pas du tout impactée par le projet des soins à faible variabilité. Ce qui sera uniquement impacté, en fait, c'est toute la partie à l'acte, ici, qui reprend une petite partie seulement de la partie radiologie et de l'imagerie médicale. Tout ce qui concerne donc la facturation donc, à l'acte, évidemment, dans ce cas-ci, il y aura une différence, bien évidemment, parce qu'effectivement, on va recevoir au niveau de l'année prochaine uniquement, je dirais, la moyenne nationale de tout ce qui sera donc facturé à l'acte, tout ce qui a été facturé à l'acte au niveau de l'imagerie médicale et de la radiologie. Et donc, si par exemple, vous allez aujourd'hui facturer plus à l'acte que la moyenne nationale au niveau, par exemple, de la radiologie, bien évidemment, vous serez défavorisé par le projet à partir de 2019 avec le montant forfaitaire qui sera inférieur à ce que vous facturez. Par contre, à l'inverse, si vous êtes aujourd'hui déjà économe et donc vous avez une facturation à l'acte moins élevée que la moyenne nationale, par exemple pour la radiologie, bien évidemment alors, je dirais, le montant forfaitaire sera pour vous favorable parce que vous toucherez un montant supérieur, par exemple, pour la radiologie ou pour l'imagerie médicale. Ok, merci. Ici, c'est une question qui, je pense, demande de peut-être encore éclaircir la répartition des montants forfaitaires. Donc, il est demandé s'il est possible de revenir sur le point à la répartition des montants et de voir un petit peu quels sont les différents scénarios possibles de répartition au sein de l'hôpital. Voilà. Donc, un des premiers scénarios qui vient, je dirais, à l'esprit au départ, c'est simplement de prendre la même clé de répartition de notre facturation qu'on a réalisée en 2017. Ça veut dire en fonction des spécialités qui interviennent, qui sont intervenues en 2017 au niveau de la facturation réelle, on va prendre la même clé de répartition et on va l'appliquer au montant qu'on va recevoir, je dirais, à partir du mois de janvier 2019. Donc, ça veut dire qu'on ne va rien changer à la situation actuelle, on va uniquement, je dirais, répartir en fonction du prorata des différentes spécialités ici. Si par contre, demain, un hôpital voudrait véritablement changer, modifier ses trajets de soins pour pouvoir se conformer, pouvoir se rapprocher, par exemple, par rapport aux moyennes nationales, il est possible, effectivement, qu'ils choisissent alors l'autre option qui consiste à dire, je vais prendre la clé de répartition primaire, qui est proposée par l'INAMI. Donc, vous vous souvenez que l'INAMI a proposé des clés de répartition par spécialité. Mais comme toutes les spécialités n'interviennent pas dans tous les hôpitaux, il restera toujours, je dirais, une valeur résiduelle, naturellement, qui parfois est importante selon les APR-DRG, et donc ils n'ont pas pu être répartis selon les spécialités qui interviennent réellement du côté de l'hôpital. Et donc, par rapport à cette valeur résiduelle, il faut bien sûr aussi la répartir. Donc, il y a différents scénarios possibles de répartition. Par exemple, Zorknet a fait un séminaire récemment pour pouvoir proposer différents scénarios. Et l'un des scénarios les plus évidents, c'est aussi sur base du prorata. Ça veut dire qu'on va uniquement proratiser, je dirais, cette valeur résiduelle en fonction des spécialités qui interviennent aujourd'hui du côté, par exemple, de l'hôpital. Mais une autre solution, par exemple, qui pourrait aussi être intéressante, c'est de dire, effectivement, il peut se passer que nous avons des spécialités aujourd'hui qui interviennent dans mon hôpital, mais qui sont sous-représentées au niveau national. Vous avez vu par exemple dans l'exemple qu'au niveau de la radiologie, si vous reprenez uniquement, je dirais, la clé de répartition de l'AMI, vous n'avez pratiquement rien touché au niveau de la radiologie à l'acte pour certains APR-DRG. Il est possible que ça apporte une valeur ajoutée pour la qualité au niveau, je dirais, des trajets patients. Et si vous dites par exemple qu'il y a des spécialités aujourd'hui qu'on emploie du côté d'Amiens, par exemple, mais qui sont sous-représentées au niveau national,
il est bien possible que cette spécialité sera, je dirais, défavorisée si on applique la clé de répartition du côté de l'UNAMI. Et donc, on pourrait employer en fait le montant de cette valeur résiduelle pour pouvoir, je dirais, compenser la perte qu'il pourrait y avoir au niveau des spécialités qui interviennent plus rarement ou qui interviennent de manière qualitative dans notre hôpital, mais malheureusement qui interviennent rarement du côté national ici. Donc il y a différents scénarios, bien sûr, il faudra que chaque hôpital puisse se positionner par rapport à ces différentes options et scénarios. Ok, une dernière question qui touche, on l'avait un petit peu évoqué plus tôt, la qualité des soins. Donc la mise en place de ces forfaits pour les soins à faible variabilité ne risque-t-il pas à long terme de faire baisser la qualité des soins? Oui, ça c'est un risque important, hein, par le fait qu'effectivement, si les hôpitaux regardent par exemple les APR-DRG qui sont aujourd'hui déficitaires, ou qui seront déficitaires à partir de janvier 2019, il y aura peut-être une tendance, essayer de dire, tiens, est-ce qu'on pourrait changer les trajets de soins pour les APR-DRG qui sont aujourd'hui déficitaires et pour voir de quelle manière on pourrait par exemple changer le trajet de soins, éventuellement par exemple éviter certaines prestations, hein, naturellement certains actes qu'on réalise et qui seront bien sûr pas facturés l'année prochaine puisqu'on est basé sur la moyenne nationale. Et donc, il y a peut-être une tendance, année après année, de dire, tiens, on va essayer d'optimiser au niveau de chaque hôpital, essayer de voir quels sont les APR-DRG qui restent encore négatifs et comment, je dirais, encore optimiser le trajet de soins. Et donc, le risque qu'il y a à ce niveau-là, bien sûr, c'est d'avoir de la sous-consommation. Il est possible, par exemple, de dire effectivement que l'hôpital, pour rester, je dirais, positif pour chaque APR-DRG, risquerait bien, par exemple, de ne pas forcément réaliser l'ensemble des prestations utiles. Et c'est là que c'est un défi important au niveau de l'État de pouvoir placer des garde-fous suffisants, je dirais, au niveau hospitalier, pour être certain, effectivement, dans le cadre des soins à faible variabilité, qu'on garde une qualité des soins qui soit optimale ici. Et par exemple, il pourrait mettre en place des indicateurs de qualité au niveau hospitalier pour être certain, effectivement, que si on essaye d'optimiser le trajet de soins, qu'on ne risque pas d'aller vers de la sous-consommation de soins et de faire en sorte que certaines prestations, par exemple, ne seraient pas réalisées pour pouvoir faire des économies sur certains APR-DRG qui seraient déficitaires. Donc c'est un point très important qu'il faudra suivre année par année, surtout au niveau de l'État, et pouvoir mettre suffisamment de garde-fous pour pouvoir réaliser, je dirais, pour pouvoir réaliser un projet qui soit aussi bien intéressant, mais aussi qualitatif au niveau des soins portés aux clients. Ok, merci beaucoup. On arrive ici au terme, on a parcouru toutes les questions posées. N'hésitez pas, s'il y a d'autres questions qui viennent, à nous les envoyer par mail, par après, on y répondra au plus vite, comme je vous l'ai déjà dit, ou éventuellement nous téléphoner. On vous remercie beaucoup pour votre participation au séminaire. Donc on rappelle, la présentation va vous être envoyée, et aussi on vous demande vraiment de nous répondre, je dirais, de les différents questionnaires d'évaluation. Donc on vous remercie déjà pour votre retour à ce sujet. Un tout grand merci. Merci, merci, au revoir. Au revoir.